hystérique, c'est l'avatar que je me suis pris pour exister à la face du monde. C'est-à-dire, comme tout jeune, je me suis inventé un nom. Je m'appelais Eric. Disons que mon nom de famille ne me satisfaisait pas, il faisait rire tout le monde. Donc je me suis trouvé un nom de famille, je me suis trouvé un nom. Comme je venais de l'Est, j'étais un peu turbulent. Hystérique, ça paraissait cohérent et évident, ça s'est proposé comme ça. Et épée, c'est quelque chose de tout nouveau. Ça s'est aussi paru évident. C'était depuis que je suis sobre, car j'ai eu une longue vie dans l'addiction. Et depuis que je suis sobre, que je me suis réconcilié avec moi-même. Donc épée, E-P-E-E, qui est mon vrai nom, donc Eric Potempa. Et mon avatar, mon masque, comme dirait Nietzsche, hystérique, donc ça s'est imposé, tu vois. Épée, Eric Potempa, hystérique. Je suis enfin réconcilié avec moi-même. Une chose simple, parce que c'est une recette que j'applique à tout. Les gens, je dirais pas intelligents, mais ceux qui ont compris, quand tu regardes souvent des musiciens qui sont à la mode maintenant, ils avaient une formation classique. Ils sont devenus très bons dans la techno. Tu sais, ils ont compris une recette. Ou un mec qui était peintre est devenu très bon cuisinier. Donc, c'est des gens qui ont compris une sorte de recette qu'ils appliquent dans un autre domaine. Et c'est là qu'ils peuvent exploser et briller. Parce que les autres sont dans des schémas, quelque chose de très académique. Et arrive quelqu'un qui a un autre sens de lecture. Et mon autre sens de lecture, c'est le skateboard qui me l'a donné. Je crois que le skateboard a sauvé ma vie. Quand la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un sauter un trottoir, comment c'est possible? Du point de vue de la gravité, comment c'est possible Ça m'était jamais venu à l'idée de faire ça. Le skateboard m'a appris que ce qui peut être un banc pour vous, pour moi, peut être une multitude de solutions et de problèmes. C'est-à-dire, je peux faire ça, je peux faire plein de figures dessus. Ça peut être un obstacle, ça peut être une aide à glisser, ça peut être une aide à me poser. Enfin, je vois dans toute chose un potentiel. Et je pense que c'est ça la recette qui m'est venue du skateboard. Je peins comme je skate, je cuisine comme je skate, je baise comme je skate, je parle comme je skate. J'ai une sorte de... Je prends ci et ça, je peux parler plusieurs langues dans la même phrase. C'est une façon de voir les choses et j'ai créé comme ça mon propre langage. On appelle ça un style, mais je préfère dire langage parce que style c'est très réducteur. J'ai commencé à l'époque où le skate c'était très mal vu. Tu vois, quand tu avais 18 ans et que tu faisais du skate, et les filles, elles rigolaient de toi. Les filles, elles allaient avec un mec qui avait le permis. Moi, elles me disaient, ah, tu fais de la planche à roulettes à 18 ans. Alors que maintenant, c'est le summum. Comme disait Andy Warhol, ce qui a été le plus haï sera le plus aimé. Et donc, ouais, le skate, parce qu'avec tout ce qui tourne autour, j'ai été amené au skate par l'image. C'est-à-dire les décorations qu'il y avait sur les planches de skate ou les t-shirts de skate, c'était des choses très rock'n'roll, très punk, très abouties. C'était aussi des choses très alternatives. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient peut-être pas diffusés, qui pouvaient être produits par des marques de skate. On pouvait rencontrer des dessinateurs qui faisaient des choses très douces, très léchées, que des mecs pareils, quoi. Il y avait certaines boîtes de skate avec des choses, tu regardais le truc, t'avais peur. Des trucs très métal, très sado, très machin. Le skateboard était une sorte de carrefour de plein de gens, quoi. Un peu comme le graffiti lait ou c'est, un peu comme l'Harley, tu vois, la danse. C'était un carrefour de plein de personnalités. 200 francs un t-shirt, 180 francs un t-shirt, mais ça... Ma mère, elle m'emmenait au Cora, elle me disait « Tu veux un pantalon, tu veux le bleu, le rouge ?» Pour moi, je choisissais, tu vois, c'était ça. Tu veux un t-shirt, ça coûtait 30 francs un t-shirt. J'ai jamais pu comprendre que des gens mettaient 500 francs dans un pantalon, tu vois ce que je veux dire? Je voyais tout ce qu'on pouvait faire avec 500 francs. Donc c'est à l'école, l'image que m'ont renvoyé les gens qui disaient « Ah, mais t'as des trucs Carrefour, t'as des trucs pourris. » Moi, comme dirait Oxmo Puccino, personne ne guérit de son enfance. Donc je pense que ça m'a montré qu'il y avait un problème. Qu'il y avait un problème. Que moi, je ne voyais pas le problème parce que j'avais des vêtements et pour moi, les vêtements, c'était quelque chose de pratique. Pour avoir chaud, pour être protégé. Je ne connaissais pas que le vêtement était un marqueur de société, un truc d'élégance, enfin tout ce qui peut tourner autour, quoi. Donc j'ai commencé, parce que je voulais avoir des t-shirts qu'il y avait dans les magazines. J'ouvrais les magazines, les pages, et les pages aussi de ces magazines, à l'époque, c'était un vrai boulot de graphiste. C'était les premiers ordinateurs, il y avait des trucs de fin, une bonne photo, peu de graphisme, les premiers graffitis, de la peinture en lettres, enfin voilà, c'était déjà bossé. Et donc, je recopiais je faisais des faux. Je prenais des t-shirts Quicksilver ou des t-shirts Rip Curl, je photocopiais le logo. Je devais aller à la librairie, photocopier le truc en grand, après je le découpais, je faisais des pochoirs, avec de la peinture à PBO, c'était la peinture que tu trouves dans les arts déco de merde, que tu peux passer avec un chiffon au fer à repasser. J'ai eu mes premiers t-shirts. J'étais tout content, tu vois, j'avais un... Et des fois, j'avais tellement fait des trucs qui n'existaient pas, c'est-à-dire le logo trop grand ou avec des couleurs qui n'étaient pas en magasin,
que des mecs, des fils à papa me demandaient où je l'avais trouvé. Et c'est là que j'ai compris que je tenais un truc. Et puis après, c'est devenu une passion. J'ai commencé à aimer les vêtements, un peu comme un coq ou un oiseau qui se pare de belles plumes. Et quand tu as le moyen de production, bah, tu peux te donner plus d'opportunités que les gens qui doivent payer. C'est qui disait il y a des gens tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Donc ils sont obligés de faire la queue, d'attendre leur tour et d'acheter ce qu'on leur propose. Quand tu sais comment on fabrique les choses, tout ce que tu as besoin, c'est d'un endroit où les faire et d'apprendre à les faire. Après, Donc là, ça a été le début de mes premiers travaux manuels. J'ai même enterré mon père avec mes t-shirts. C'était un ouvrier, il n'avait pas d'habits. Il avait un bleu de travail, un truc de mécanicien. Il avait un costume qu'il a dû garder 40 ans, qu'il mettait pour les enterrements, pour les mariages, pour aller au resto. Tu sais, on est des gens, j'ai été éduqué avec des choses très simples. Bien manger, pouvoir donner un toit, pouvoir donner à manger à ses amis. Et des choses simples, tu sais, voilà, un cadre, les oiseaux. J'ai aimé, hein. Après ça a été comme une drogue, une spirale. J'ai fait énormément de variations possibles. Je me suis mis à la couture, au design, au shape, à toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte avec le temps, en voyageant et en rencontrant des gens, que le t-shirt, c'est quand même un produit de notre société de maintenant. C'est comme la canette de coca. C'est un marqueur occidental, comme le film « Là, les dieux sont tombés sur la tête ». Le mec qui jette une bouteille. Tu vois, les Africains avec la bouteille de coca, ça devient un outil. Et ben, le t-shirt, on trouve dans le monde entier. C'est en même temps l'habit le plus basique qu'on trouve partout et en même temps l'espace publicitaire le plus commun et le plus diffusé et l'espace d'art aussi, le plus cheap. Tu dis, comme on parlait là, de voir des Africains ou des mecs qui bossent, qui ont des t-shirts tout fusillés, des trous partout, et il reste que le col avec un bout de manche, mais le mec il le garde. Parce que pour lui ça a de la valeur, il porte quelque chose, il n'est pas tout nu. Donc ça m'a montré que c'était énormément de choses, c'est pas que le plus bas de gamme des habits, ça peut être un peu comme, on va dire, le carré blanc de Malevich sur fond blanc, là, début du siècle, qui était pour certains, dans la peinture, le niveau zéro de la peinture, et pour certains, le niveau ultime. Ben pour moi, c'est en fait mon carré blanc, le t-shirt. C'est le niveau basique, et en plus, le niveau ultime, tu vois, la boucle est bouclée, on peut faire énormément de variations. Et tant qu'on aura une tête et deux bras, on pourra mettre un t-shirt. Ça fonctionne ensemble, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le skate, maintenant, c'est un mouvement purement commercial. Avant, on était détestés. Hein. Avant, on pouvait skater dans la rue comme on voulait. Hein. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Comme au début des années 80, les gens qui faisaient du graffiti dans la rue, qui taguaient les métros, tu faisais ça devant les gens, personne ne savait ce que c'était. Maintenant, ça ennuie les gens. Il y a des architectes et qui font des petites pointes qu'on met sur les bancs, des petites boules qu'on met sur les rampes d'escalier, des pavés, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne réfléchissent pas pour qu'on skate mieux, mais pour qu'on ne skate pas. Maintenant, le skate est un sport. Il va aller aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, le sport, je définis ça par quelque chose qui est cadré avec des règles. Donc ça me fait chier. Parce que le but, c'est la liberté, c'est tout ce qui... Enfin, la liberté, c'est un concept romantique. Mais la liberté, c'est tout ce qui, on dit, ne peut pas se définir, en fait. Pour moi, le skate, maintenant, j'en refais, mais il y a eu un moment, ça m'a saoulé parce que je pouvais plus voilà, tu vois, parce que ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça c'est bon, ça c'est... Maintenant, il y a des skateparks, alors qu'on aurait rêvé d'en avoir. Mais maintenant qu'il y en a partout, il faut que skater là-bas. Mais bon, après, c'est faire la fine bouche, quoi. Mais j'ai eu la chance d'être là quand le phénomène est né, quand le tigre était encore sauvage, tu vois. Maintenant, c'est comme on va dire là, le street art, tout ça, tout est en cage, tu vois. Les vandales, les méchants, les vieilles terminent dans des expos. Ils sont des darons maintenant, ils ont des enfants, donc ce qu'ils ont le plus haï, ben maintenant ils sont devenus adultes, quoi. La liberté, y croire, c'est être un enfant, en fait. Quand tu es devenu adulte, tu as compris que tu as peut-être trouvé ta place, mais tu as compris que la liberté, c'est choisir ses chaînes. Je ne me considère pas en tant que graffeur, puisque je n'ai pas la culture, je ne joue pas avec les codes, et je ne me revendique pas comme ça. Je pense que j'ai tellement un problème avec l'ego que j'aime bien me croire que je suis spécial et différente. Le graffiti, on peut croire, pour les gens qui ne connaissent pas, que c'est quelque chose de complètement fou, ou c'est les galeristes qui prennent ça pour leur vendre, tu vois. C'est « waouh, regardez le tigre, waouh, il va vous mordre ». Mais bon, c'est un gros chat qui est en cage maintenant. Mais je pense que maintenant, comme tout, hein, comme le punk, hein, quand j'ai vu dans les années 90 mon banquier qui avait une crête fait au gel avec son costume, tu comprends que c'est devenu un accessoire esthétique, un accessoire de mode. Tu vois, et la crête qui avant c'était un signe de distinction de la belle coiffure, de trucs, c'était histoire de faire le hérisson, le coq de se montrer en porte-à-faux, que c'était un cri
de différence. Maintenant, c'est juste devenu une cravate d'une couleur différente, enfin un accessoire pour fashion. Donc je suis arrivé au graffiti, très simple. Je dessinais comme tout le monde sur le grip de mes planches, au Posca, très horriblement. Je peux dire, j'avais aucun talent. Parce que déjà, pour apprendre à dessiner, il faut déjà une culture, un milieu. Puis c'est un process, un dessin, ça se construit. Moi, je croyais, j'avais jamais vu des dessins. La première fois que j'ai vu un graffiti dans la rue, j'ai trouvé ça génial. J'ai piqué des bombes de peinture dans le garage de mon père. Je suis allé sur un mur et j'ai fait ce que j'avais vu. Ça ressemblait pas du tout pareil. C'est là que je me suis senti hyper mauvais. Donc je n'ai plus touché une bombe. Donc je dessinais au Posca, je faisais des bonhommes, des trucs comme ça. Jusqu'à ce que je rencontre une fille qui faisait du graffiti et qui m'a appris à tenir une bombe et que je voyais aussi des graffeurs en action et que j'ai compris la construction. Parce que j'avais aucune culture de dessin, je viens d'un patelin. Donc j'ai été élevé à la télé, tout qui était fini. Enfin, et j'ai vu le process. Esquisse, remplissage, construction, et puis il y en affine. Pour moi, je croyais que le dessin sortait nickel d'un coup. Et puis voilà, ouais, pour la plus mauvaise raison du monde, pour séduire une meuf. Donc, je suis allé faire des œuvres exubérantes. Donc c'est là que j'ai peint le char en rose, les voitures en or. J'ai fait des trucs hallucinants pour la séduire. Elle en avait rien à foutre. J'ai failli plusieurs fois mourir en plus, tu vois, des trucs complètement inconscients. Et donc, comme elle en avait rien à foutre, et que c'était le début d'Internet, je l'ai montré au monde. Et là, ça a plu, ça m'a permis de rencontrer des gens et de voyager et de faire mon deuil de cette relation à la con. Et donc voilà, elle n'en a pas voulu, mais tous les autres en ont voulu. Ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens et de laisser cette histoire loin derrière moi, quoi. De par le problème que j'ai au cerveau, donc ce qu'on appelle hyperactif, cette notion très, très romantique de la chose, mais c'est un défaut. C'est un défaut des hormones qui ne sont pas sécrétées, tu n'en as jamais assez. J'avais extrêmement de mal à être concentré. Et le dessin, c'est un cheminement, c'est une construction. Je ne savais pas le faire, donc j'étais tout de suite très, très amoureux de la typographie et des tags, d'un truc qu'on fait en une ligne. On fait une ligne, hop, le truc est fini dans la ligne, dans la calligraphie, avec un objet spécifique, un calame ou un pinceau. On donne la texture, le format et les limites de la lettre en un jet. C'est-à-dire pas comme dans le graffiti, on construit la lettre avec des contours, c'est-à-dire un procédé architectural, mais c'est le trait. Et donc ça me ramenait au skate. La ligne, la respiration, le mouvement. Dans le skate et le graffiti, quand je peins, j'ai besoin d'être épuisé physiquement. Pour ça que je fais souvent des trucs qui sont très très grands. Parce que j'ai besoin de danser, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin d'être fatigué, j'ai besoin que ce soit gros, ça a besoin de m'impressionner. Et la calligraphie est l'instrument parfait pour un feignant. Tu vois, t'as le rendu, c'est fini, ton trait il est pourri ou pas. Mais ta lettre, elle te plaît, mais t'as tracé, ta longueur, largeur, remplissage en un coup. C'était parfait pour moi. Le rapport énergie dépensée et le retour sur investissement m'a plu tout de suite. C'était pour moi l'outil qu'il me fallait. Le cheminement cohérent, skate la ligne, tu vois, et les figures, faire des figures. Parce que dans le skate aussi, j'ai jamais été un technicien. Tu vois, il y a des mecs qui font des trucs très techniques. Moi, j'ai toujours été un plongeur, ce qu'on appelle. Grosse marche, gros rail, gros trucs. C'est-à-dire les gros trucs, tu vois, t'as mal, tu retombes, enfin, beaucoup de marches, beaucoup d'escaliers. Des trucs très simples, mais abusés. Je pense que ce que je fais à l'extincteur dans le truc, c'est la même chose. Simple, tu vois, du monochrome, une tâche à l'extincteur, mais abusé. J'ai même pas besoin de signer ce que je fais. Quand il y a une meuf très connue qui s'appelle Katharina Gross, qui peut remercier Internet, parce que sinon je pense qu'il y a pas mal de choses qu'elle n'aurait pas fait, mais qui a quelques années plus de moi, qui est professeure aux Beaux-Arts de Berlin, qui a piqué énormément de trucs dans le graffiti, même des œuvres qu'elle refait dans des galeries à l'airless, mais elle appelle pas ça le graffiti, c'est de l'art. Bon, c'est un discours, il faut bien que tu vendes tes choses, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'elle remercie un peu Internet. Je pense que c'est une suite logique. Du skate, j'aime les gros trucs, et puis j'aime le spot pour la photo. Des fois, je vois un objet qui me plaît pour la photo, c'est-à-dire c'est la seule archive que tu as du skateboard. C'est l'archive pour toi, c'est dans ta tête. Tu as rentré le tricks. Et tu l'as rentré, mais tu n'es pas sûr de le rentrer 5 minutes après. C'est des fois les genoux, tu as réussi, quand tu t'es mangé 80 fois sur les marches, tu l'as rentré une fois, tu es content, mais après, tu as envie de le faire une deuxième fois pour valider le truc. Tu as envie de le faire une troisième fois, et tu l'as fait, puis le lendemain, tu revois le spot, tu as envie. Et il y a des fois, c'est extrêmement frustrant, parce qu'il y a des fois, tu n'as pas les jambes, ça ne marche plus. Enfin, c'est quelque chose de très frustrant. Et puis, est arrivé pour ceux qui avaient un peu d'argent dans le skateboard, ils avaient des parents qui avaient un caméscope. Ou un appareil photo, mais l'appareil photo à l'époque, quand tu n'avais pas un moteur dessus, vas-y pour prendre la photo au bon moment. Tous les potes t'ont pris la photo, tu avais déjà atterri par terre.
la dichotomie et la dissonance qu'il y avait par rapport aux photos qu'on voyait dans les magazines et nos photos, elle était assez abusée. Hein. Donc, tu vois, comme on n'était pas pro, donc le caméscope, on avait gravé nos trucs, on pouvait le montrer aux potes. Ouais, je l'ai fait, regarde. Et puis, c'était beau aussi quand on faisait une figure simple d'avoir des beaux escaliers blancs, une belle rambarde. Il y a aussi le spot. Avec la photo vient une interprétation du lieu et de l'architecture. Et dans les villes, il y a des gens qui ont fait des trucs qui, pour un skater, selon son style, c'est super bien. Après, si tu as un pote photographe, lui aussi peut avoir du goût et il amène sa sauce. Donc de là sont venus la recherche de l'endroit pour la photo. Et je pense dans mes actions dans la rue, j'ai jamais aimé être comme les autres graffeurs qui se mettaient à côté les uns des autres. Ça doit être mon côté égocentrique. J'aime bien trouver un spot vierge où c'est moi qui vais le défoncer. Tu vas être un peu le premier. Comme quand tu fais du surf dans les Alpes, il y a une grosse pente, il n'y a aucune trace dessus. Être le premier dans la poudreuse. Quand c'est un boulevard, c'est dégueulasse. Enfin, tu vois, il y a ce petit côté, tu crois que tu es le premier, c'est romantique, c'est pas vrai, mais c'est tellement beau d'être une fois dans ta vie, tu es là. Et je pense que dans le truc, je recherche le spot où personne n'a été. C'est pour ça que j'aime plein de graffeurs pareil, comme Honnête, qui va dans les catacombes peindre ces scènes ou ces trucs que personne ne va voir, à part les gens qui sont initiés. Qui vont. Et moi aussi, j'aime pas peindre sur un mur légal. Donc là, tu vas en faire à la vue de tous, parce que le but, c'est pas qu'on me voie aussi. Ça, c'est un autre problème. Mais j'aime bien trouver un endroit qui, à moi, va me parler. Et quand tu l'as vu dans mon travail, j'ai certaines photos, c'est le lieu qui fait tout. Et une tache de peinture sur le lieu va tout faire. Donc, le lieu est 50% de l'action. Voilà. Si l'habillage autour, c'est Buren qui disait, ça a été le truc des nouveaux réalistes à partir des années 50, que le piédestal était bien plus important que la sculpture qu'il y a dessus. Si tu regardes la statue de la Liberté, son socle est plus grand que la statue. Si on enlevait le socle sur lequel elle est exposée, ça fera un nain de jardin. Donc c'est lui qui a montré que l'emballage sert beaucoup, quoi. Il n'y a pas que le contenu, il y a le contenant qui est très important. 2000, c'est le moment où le graffiti a commencé à être bien récupéré, à être à la mode, à être vulgarisé. On a commencé à s'en servir, quoi, pour faire des événements. C'était pas que aux initiés. Avant, les gens qui peignaient des trains et les gens qui allaient à des jams de graffiti, c'était qu'entre initiés, tu vois. Après, ça a commencé à s'ouvrir au public. Mais après, pourquoi? Pour ça, pour la démocratisation. Donc oui, j'étais à un moment où, de la lettre ou du truc, sont arrivés les logos. Et le street art, ça a commencé par ça. Hein. Du logo. Zeus, moi c'était le 33, on avait un logo. Space Invader, c'était que du logo. Et le logo, c'est quoi? C'est un instrument de communication publicitaire. Toutes les marques ont un logo parce qu'il est censé être la convergence de tout ce qu'elles représentent. Un symbole. Le logo est un symbole. Donc on a commencé par le début. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est le mot rue. Avant, être à la rue, ça voulait dire être au plus bas que terre. Quand on terminait à la rue, c'est qu'on s'était fait virer de tous les endroits, qu'on n'avait pas d'endroit où être, on était à la rue. Tu n'avais pas d'endroit pour te cacher, tu t'étais fait virer de partout, tu étais à la rue. Donc c'était un endroit pas bien. Tout ce qui se passait à la rue, c'était les bandes, c'était les trucs sales, c'était les bagarres, c'était les blousons noirs, les choses méchantes, et la rue avait une très connotation mauvaise, quoi. Et le fait qu'il y ait eu du skate et du graffiti, c'est-à-dire que des gens ont vu dans cet endroit qui était censé être pas protégé du tout, ont commencé à le domestiquer, à se l'approprier. Et je pense qu'après, ça a été beaucoup de gens se sont reconnus dans le logo, parce que le logo était quelque chose de très large. C'est quelque chose de très large. Quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de pas éduqué, il comprend quelque chose. C'est pour ça que le concept Banksy fonctionne, parce que c'est du langage publicitaire. Une panthère qui sort de barreau en code barre, ça vole pas très haut, c'est un paix, quoi. Mais ça, tout le monde le comprend. On est vraiment dans du langage commercial, publicitaire, ce qu'on apprend à l'école, de la communication. Et la com, c'est fait pour communiquer. Donc là, ça s'est ouvert et tout le monde a pu, grâce à Internet ou des outils aussi, des ordinateurs, et des outils et des ordinateurs, tout le monde a pu faire ce que moi je faisais 15 ans avant avec mes petits cadres de sérigraphie à la maison. Chacun a pu avoir son propre outil de production. Tu avais ton ordi, ton imprimante, tu n'avais pas besoin d'apprendre à faire du graffiti, de te faire casser la gueule et de voler tes bombes. Tu pouvais être chez toi au chaud, mettre de la musique et couper tes pochoirs.
Tu sortais vite fait, tu faisais ton truc, ton carton à dessin, t'espérais pas tomber sur des gens, et toi aussi tu pouvais créer ton personnage. Tout le monde pouvait être acteur de son aventure. Voilà, tout le monde pouvait se créer une petite aventure, et le fait qu'il y ait Internet, là, c'est un autre débat. Tout le monde a pu construire sa mythologie. C'est-à-dire, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Ça, c'est une autre question. Mais grâce à Internet, tout le monde peut créer sa mythologie. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Parce que tu vois ce que je veux dire. Je prends 2 photos en bas de chez moi, j'ai 10 000 mecs qui le voient, ça a l'air plus vrai que quelqu'un qui va faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des gens qui ont soulevé ça, comme Boris, qui est un mec qui a arnaqué par... Boris, le mec de Grifter, qui est un ancien graffeur, un vandale, un roumain. Hein. Et lui, il est malin. Lui, il a joué avec l'ego des fils à papa capitalistes, parce qu'il ne faut pas oublier que le graffiti est un sport de riche. Hein. Tout le monde ne vole pas ses bombes. C'est quand même riche, hein. Les amendes, le truc, sortir le soir, il faut avoir le temps de faire ça, donc il ne faut pas travailler. Les grands noms du graffiti ne sont pas des gens qui devaient vivre. Enfin, ils étaient dégagés de ce problème, tu vois, voilà. Donc, mais ça n'enlève pas le travail. Mais on n'a pas besoin non plus de l'idéaliser. C'est des gens qui avaient les moyens de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient dégagés de problèmes de survie. Ça fait pas longtemps que n'importe qui peut faire de l'art. L'art était aux bourgeois. Ou à la religion. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant tout le monde peut créer sa mythologie. Et ça j'aime, parce que ça met un sacré bordel. Je l'ai vu sur Internet, avant c'était vu à la télé, je l'ai entendu. Ah mais c'est sur Internet, donc c'est vrai. Et c'est ça que je t'ai dit, ne crois pas à ce que tu vois. Parce que tu connais des gens qui font un peu de Photoshop, des gens qui font un peu de son. Enfin, tu fabriques toi-même toutes tes... Tu vois ce que je veux dire? Et la politique, les vidéos, plein de hoax, plein de trucs sur Internet sont jeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est la nouvelle propagande. Donc moi je dirais plus que c'est la nouvelle rue. C'est la nouvelle rue, ça c'est la surface, le truc de superficiel, le premier chose qu'on voit. Mais c'est surtout la nouvelle religion. Moi je dirais pas rue, je dirais c'est la nouvelle galerie qui est, on va dire, où tout le monde peut rentrer. Où il y a droit d'entrée de personnes, mais en même temps c'est le supermarché, c'est le Lidl quoi. Il y a des nouvelles maladies maintenant. Tu vois, des gens qui se font pas liker, qui veulent se suicider, qui préfèrent leur vie sur Internet, qu'ils scénarisent. Parce que sur Internet tu scénarises. Tu montres quelle photo tu veux montrer de toi. Est-ce que tu te montres comme ça, tout gros, pris en contre-plongée, moche? Non, tu te montres à ton avantage. Donc, tu scénarises, donc tout est faux. Si on prend à la lettre, tu fabriques une histoire. Et il y a des gens qui préfèrent cette histoire que la vraie histoire. Et là, je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave et profond. Internet, ça reste du virtuel. Si je coupe le courant, tu fais comment? Toutes tes données, elles sont où? Ton cloud. Moi, il me reste mes photos. Le skate Tony Hawk Skateboarding qui arrivait sur PlayStation, ça a fait des ravages. Plus personne sortait à aller skater. Le mec faisait tellement des trucs bien en fumant quelques joints, plus personne allait se tordre la cheville. Je sais pas, mais je trouve que le virtuel a fait beaucoup de mal. Après, est-ce que c'est parce que je suis un dinosaure que je dis des trucs comme ça, ou un vieux réac qui disait c'était mieux avant? On parle même de réalité virtuelle, de gens qui existent que dans des endroits. Il y a des sites internet où on se rencontre que en faux, où on peut baiser en faux, on peut avoir des relations en faux. Là pour moi, ça c'est du LSD pur. Waouh. Et pour les gens qui sont nés là-dedans, c'est la norme. Je pense que s'il y a un mot qui définit, comment est-ce qu'on appelle ça en psychiatrie? Le complexe de Peter Pan, quand on ne veut pas grandir. Je pense que ce qui me fait rester encore un peu comme ça, c'est le mot iconoclaste. Il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles parce qu'on va être déçu. Quand il y a quelqu'un que tu rencontres, que ce soit dans la musique, dans la chanson, dans le skate, enfin tu vois quelqu'un faire des choses au-dessus de la normale, qui te fait rêver, qui t'inspire. Il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas toucher les idoles de peur que l'or reste sur les doigts. Tu te rends compte que c'est pas vrai quoi. L'un des premiers t-shirts de skate que j'avais eu, je ne sais pas si c'était un groupe de rock, il y avait écrit, c'était un Jésus-Christ, il y avait écrit Kill Your Idols. Ça, je crois que c'était Jason Jesse de Santa Cruz, enfin ça a été dupliqué par partout. Mais dans le skate, dans l'iconographie, parce qu'on peut dire ça, des planches de skate, il y avait beaucoup d'artistes qui devaient faire, sur une planche de skate, synthétiser un message. Donc on était dans la com. Il y avait souvent des trucs très forts, des proverbes, quoi, on peut dire des haïkus du pauvre. À mon entrée aux Beaux-Arts, la première chose, parce que je voulais tout casser, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est quand je ne comprenais pas un mot, c'est au lieu de demander à me lever le cul, aller à la bibliothèque et à chercher la définition dans une encyclopédie.
C'est un truc que j'ai commencé à comprendre, qu'il faut se lever le cul et chercher soi-même les réponses. Et c'est l'un des premiers mots que j'ai voulu comprendre ce que ça voulait dire. Parce que j'avais entendu ça, et le mot, il sonnait bien dans ma tête, ça faisait plaf. Il y a le mot icône que je comprenais, mais classe, je ne comprenais pas. Et ça me semblait clair, et je me reconnaissais là-dedans. Et après, je suis tombé amoureux de plein d'auteurs, comme Nietzsche. C'est des gens qui essayent de démonter les modèles qu'on leur montre. Tu vois, qu'on érige en icône. C'est-à-dire une icône, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Hein. Une icône, c'est quelque chose de saint. Va chez les orthodoxes, fous la main sur une icône, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne peux pas toucher à ça. Ils les embrassent, c'est juste un bout de bois. Mais la charge affective qu'il y a dans quelque chose, c'est une question de culture. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, moi, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, donc je ne me permettrai pas. Mais icône, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter, c'est quelque chose qui est élevé à un rang. Icône, c'est quelque chose de saint. Donc, je me suis rendu compte que j'aimais extrêmement m'attaquer à des plus gros que moi. On va parler d'un autre complexe, le complexe David contre Goliath. J'aime bien m'attaquer à des trucs qui, moi, me donnent du sens. M'attaquer à des grosses choses. Et les modèles qu'on a reçus, avant de les accepter, j'aime bien les comprendre. Et pour comprendre, ça veut dire prendre avec. Il faut d'abord démonter. Nietzsche disait que pour pouvoir construire, il faut d'abord détruire. C'est comme une serrure. Pour comprendre comment ça marche, pour apprendre à crocheter une serrure, il faut d'abord la démonter, comprendre le mécanisme et arriver à la remonter correctement pour que ça marche de nouveau. Et après, on peut dire si une serrure est bien ou pas. Je pense que c'est la manière dont je me comporte avec beaucoup de choses. J'ai besoin, pour accepter les choses, de les comprendre. Je ne crois pas. Alors quand j'ai été invité par Germain et Stéphane pour le mur, j'ai été touché par l'invitation, mais il y avait un gros problème. C'est quelque chose de visible, pour moi qui normalement ne me fait pas voir, parce que je suis plus dans le savoir-faire que le faire savoir. Ce qu'il faut qu'on voie, c'est ce que j'ai fait, et mon physique, la manière dont je peux réagir a très peu d'importance. Donc sur un espace comme ça qui est visible, pour moi c'était un autre exercice de style. Donc le but c'est d'avoir un format, quelque chose de vertical, c'est un mur quoi. On va dire que j'ai un côté très allemand, je vais être très cohérent sur tout ce que j'ai toujours fait. Donc comment ne pas renier ce que je pense tout en acceptant l'invitation parce qu'elle me touche. C'est des personnes dont je respecte le travail et même j'aime beaucoup le travail. Et donc comment je peux participer à ça en étant cohérent avec moi sans faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Donc faire du vandal devant un truc, ça c'est rigolo. Ça serait faire le bouffon ou le clown. Ça serait me donner un spectacle. Ridicule. Ça pourrait être drôle, mais donc je ne me considère pas ni ne me revendique comme un peintre. Enfin si, peut-être peintre, parce que peindre c'est d'abord vider un récipient pour recouvrir quelque chose. Hein, c'est déjà ça l'action de peindre. Hein. Donc si comme un peintre, mais pas comme un dessinateur, ou on va dire pas comme quelqu'un qui peut vivre de ça. Moi mon but c'est pas d'être beau, ni d'être mignon, enfin que ça me plaise, la relation du beau pour moi est différente. C'est que comment je peux faire quelque chose qui soit cohérent et dans tous les actes que je fais, je veux qu'il y ait bien sûr de la provocation, du questionnement, je veux que ce soit une expérience esthétique. Je veux que quand les gens viennent voir quelque chose de moi, il y a un avant, un après. Et surtout le plus mauvais compliment qu'on puisse me faire, c'est joli. Parce que c'est joli, ça arrête tout. Il n'y a plus rien à dire, c'est le début et la fin. Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit c'est joli? Merci. Voilà, super. La discussion a 2 mots. 1, 2. Voilà, c'est fini. Et je pense que c'est comme ça que je vois le travail de l'artiste. C'est d'être un pont, c'est de poser une question ou de provoquer la question. Que des gens ne viennent pas que pour le divertissement, ils peuvent venir pour ça, moi je ne suis pas bon là-dedans. Mais qu'ils repartent avec un truc dans la tête. Ah, ce mec, ce qu'il fait, c'est dégueulasse. Enfin, mais il se passe quelque chose, quoi. C'est une expérience esthétique, quoi. Donc là, j'ai eu l'idée. Je ne savais pas quoi faire, mais le format du mur m'imposait quelque chose de rectangulaire, vertical. Il s'est trouvé qu'il
Quelqu'un a dit autour de moi que 2021, c'était les 200 ans de la mort de Napoléon. Il faut savoir que quand je vais quelque part, j'aime bien faire quelque chose sur mesure pour la place. Pour ça que si j'avais dû venir avant, ça aurait été autrement, autre chose. Voilà, donc Marseille, les Corses, longue histoire. Hein. Je pense que et ça m'intéresse de jouer un peu ça parce que quand je vais dans un endroit, je fais quelque chose pour les gens qui vivent dans l'endroit. C'est une manière de montrer un peu de respect que je me suis intéressé un peu 3 minutes à ce qui leur arrive plutôt que d'apporter quelque chose que j'ai dans les tiroirs et de le coller et me dire merci d'être venu, voilà, regardez-moi, je suis là. J'aime croire que j'ai envie que les gens voient que je me donne du mal parce que même s'ils ne voient pas les détails, je sais que si je ne le faisais pas, ça se verrait. Donc voilà, et puis et Napoléon, je suis tombé sur une vieille photo de lui, donc le classique. C'est Napoléon vainqueur, je crois que c'était après Austerlitz. Austerlitz, c'est une victoire. Hein. Ouais, comme ça, et c'est Delacroix qui l'a peint, je ne sais pas, comme ça. Comme ça, vainqueur, le cheval cabrant, le doigt en l'air, donc le symbole, il n'y a pas plus vertical, quoi, il n'y a pas plus haut. Et l'image me plaisait bien, mais pour qu'elle rentre sur le mur, en fait, je l'ai couchée. Et puis ça s'est imposé comme ça avec le doigt, je ne sais pas, quand je l'ai couché, j'ai coupé l'image en deux avec des ciseaux et en la positionnant, je voyais le cheval cabré et Napoléon qui pointait les fesses de son cheval. J'ai trouvé que tout était déjà là. Voilà, c'était là. Voilà, j'ai rien fait, j'ai juste coupé une photo en deux. Voilà, ça suffit. Et des fois, il n'y a pas besoin de trop faire. Hein. Et ça fonctionne. Et on tombe vraiment dans l'idée qui me poursuit toujours, iconoclaste. C'est-à-dire, on a l'impression que l'image a été coupée par un coup de sabre et qu'il a glissé en arrière et qu'il est là en train de se rattraper sur ce qui était. Hein. C'était mieux avant. Et on a vraiment l'idée d'iconoclaste, quoi. Le bruit, claste, on dirait le bruit de la chute. Platch. Et voilà. Le vernissage dure une petite après-midi. Il y a une petite performance que j'aime bien amener, que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais que j'aime amener. Et j'appelle ça le cabinet des curiosités. C'est-à-dire, je me sers de la calligraphie pour tracer un pont entre des gens. C'est-à-dire, il y a une table, 2 fauteuils, un pour moi, un pour les personnes. Celle qui s'assied en face de moi. Elle me donne un mot. Et j'écris ce mot. Donc j'essaye de mon côté, avec de l'esthétique, de leur faire un joli dessin, qu'elles repartent avec un objet. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qui va se passer. Je vais leur parler, est-ce qu'elles vont répondre? Est-ce qu'il y aura du silence? C'est aussi un moment agréable à déguster. Il se passera quelque chose et quand le mot sera fini, donc c'est moi qui ai le contrôle, je peux le finir plus ou moins vite ou pas, mais où je peux laisser traîner, enfin voilà. Et donc, ce qui va compter, c'est cet espace de discussion qui va se passer, qui pour moi vaut comme boire un coup ou comme un médicament. C'est quelque chose qui va faire du bien ou pas, mais après qui soignera qui écoutera qui, c'est souvent pas celui qu'on croira. Donc si je fais ça, ça m'apportera sûrement du bien à moi, peut-être aux gens en face, mais une sorte de petit moment d'île, de tranquillité, de retisser du lien pendant quelques minutes avec une personne qu'on ne connaît pas, parce que je pense qu'on ne connaît même plus ses voisins. On essaye de sauver de sauver des gens à l'autre bout du monde, de s'engager dans Médecins du Monde, alors qu'on pourrait, bon ça fait très, très arrogant de dire ça, mais des fois on peut juste s'occuper des gens qui sont en bas de son immeuble, quoi. Hein, plutôt d'aller sauver les baleines, enfin, c'est arrogant de dire ça, mais voilà, c'est comme ça que je pense les choses. C'est mon argumentaire pour retisser un lien avec les gens qui sont autour de nous, parce que cette pandémie, le fait de porter un masque, ces réseaux sociaux, ces téléphones, on oublie que le premier GPS, c'est soi-même. Quand on veut savoir quelque chose, des fois, il suffit de demander à quelqu'un en face de soi. Et c'est vachement plus simple que d'aller sur une application ou aller à la boulangerie, on se lève le cul, on va marcher jusqu'à la boulangerie. Des fois, on rencontre quelqu'un, des fois, on parle à la boulangère. Mais des fois, on préfère se faire livrer par un Uber, donc on grossit. Enfin, c'est un peu contre l'obésité du cerveau, mais c'est surtout un moment que moi, je fais ça pour moi, parce qu'on fait d'abord, avant tout, les choses pour soi.
et pour partager aussi. Donc ce que je donne pour appâter la personne, c'est un objet, c'est-à-dire un dessin du mot qu'elle m'aura donné. Et elle va me donner de son temps. Je lui donne aussi de mon temps et des fois, je sais pas, une communication peut naître ou même une relation peut naître ou rien ou pas, mais c'est la vie. Comme on disait, c'est vrai. Ce qui va se passer, c'est vrai. Voilà. J'aime tellement le vert, la nature. Je suis quelqu'un de très privilégié vu l'endroit où je vis et comment je vis et la manière dont je vis, dont je peux apprécier le temps, que ma manière d'en parler a été de faire ce qu'ils appelaient graffiti is a beautiful crime, sous le couvert d'une esthétique de détruire. Ce que j'ai fait avec des choses en peignant des voitures en or. Des gens me disent c'est beau, je viens de détruire une voiture. Et des fois en peignant des arbres, je repeins un arbre en vert ou je peins de l'eau en bleu. On reste toujours dans ce délire de monochrome. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je fais, mais ce que ça provoque. Le but, ce serait quand même de dire, j'ai peut-être renversé un pot de peinture sur un arbre, ok, c'est complètement irrespectueux, c'est sale, mais couler une dalle en béton de ciment sur un nouveau parking qui a au milieu d'un champ où il y avait, avant ce champ, il y avait une forêt, des oiseaux, des hamsters, tout le monde s'en bat les couilles, des hérissons, tout ça, tout cet écosystème qui, moi, me fait fantasmer quand je sors de chez moi. Moi, je peux les voir, j'ai pas besoin de les avoir en cage. Mais donc, qui est l'enculé? Celui qui fait le mal ou celui qui laisse le mal se faire? Mais il y a quand même moins de gens qui font le mal que de gens qui les regardent le faire. C'est ça le problème. C'est qui disait que le monde ne va pas mal parce qu'il y a des gens qui font du mal. Le monde va mal parce qu'il y a des gens qui regardent ceux qui font du mal et qui ne font rien. Il y a 3 manières de synthétiser les choses. Faire la bonne chose, c'est souvent très rare. Faire la mauvaise chose, de ça au moins on apprend, si on a la chance de comprendre. Mais ne rien faire du tout. Et les médias sociaux, les informations anxiogènes et tout ça, elles nous poussent à ne rien faire et attendre que ça passe. C'est ça que je trouve, quand on a la chance de pouvoir voyager, d'aller voir des gens, on se rend compte que à Marseille, c'est pas tous des tueurs et des voleurs. Don't believe the hype. Enfin, éteins ta télé. On va terminer par la broderie. Donc la broderie, c'est, je pense que je suis arrivé au but ultime de la sérigraphie. C'est après avoir fait pendant 25 ans de la sérigraphie, dans tous les sens, sur tous les supports, avoir même démonté le concept de sérigraphie, c'est-à-dire de m'être retrouvé des fois sans atelier, mais d'avoir pris un bout de dentelle, l'avoir collé, avoir pris le principe, l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est faire passer de la peinture à travers un pochoir, de soie ou de tissu. C'est ça le principe de la sérigraphie. Et de pouvoir le reproduire. Sérigraphie. Après avoir démonté ça dans quel sens, je suis resté dans le t-shirt, toujours, dans le vêtement, parce que j'aime le vêtement, je peux porter mes œuvres d'art. Donc comme je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, j'ai plus des valises pleines qu'un appart plein. Et chez moi, dans ma maison, j'ai que des tableaux et des photos des amis. Je ne me viendrait pas à l'idée de mettre des choses à moi chez moi pour aller voir toute la journée. Je pense que c'est un peu problématique, c'est de voir ces choses toute la journée chez soi. Donc je les porte plutôt. Donc les porter, c'est les montrer aux autres en fait. J'aime, ça doit être mon côté poulette. J'aime m'assortir, d'être coquette et tout. Et la broderie, quand je ne pouvais plus me déplacer, parce que j'essaie d'affiner le concept de voyager léger, parce que j'ai fait des ateliers avec faire de la sérigraphie avec le javel, ce qu'on trouve dans la forêt, de faire des pochoirs naturels, pour éduquer les enfants sur les produits chimiques, sur ce qu'on a autour de nous, sur est-ce que le sale est le sale, est-ce que la poubelle c'est de la poubelle, ou voilà, que tout sont que des notions de culture et de point de vue. J'ai découvert une fois une vieille dame qui faisait un point qui m'a fasciné. C'était le point de chaînette. Le double point de chaînette, ça se fait normalement avec une sorte de crochet et en dessous, il faut faire un nœud. J'ai trouvé ça très élégant parce que c'était pas la broderie dégueulasse que tout le monde fait à la main, qui est que je trouve super moche et cheap. Et elle m'a appris, mais j'ai dit que le crochet, que moi, j'en trouvais pas. Et elle m'a montré que juste avec une aiguille et du fil, je pouvais le faire. Donc là, j'affinais encore mon concept d'indépendance. Je peux voyager partout. Il suffit que j'ai une aiguille et du fil et je m'amuse. Je peux faire des cadeaux à des potes. J'ai même plus besoin d'avoir mon atelier de sérigraphie. J'ai juste une petite pochette avec quelques aiguilles et du fil. Et ça, je peux le trouver partout. Je peux trouver des t-shirts partout. Donc voilà. Et j'affine le concept, c'est-à-dire je suis devenu l'outil. Je suis l'instrument de musique. Je n'ai plus besoin je suis le petit pinceau.
Voilà. Je suis là, parce que pour moi, c'était là ce que disait, je ne sais plus qui, je ne sais pas si c'était Nietzsche qui disait ça. C'est que la seule œuvre d'art qui vaille le coup, ben c'est soi-même. On est la personne la plus importante de sa vie, on est la chose qui a de la valeur, on est la chose qui s'affine, qui grandit, qui vieillit bien ou pas, mais on est l'œuvre d'art. Tout ce qui sort de nous, c'est du fétiche.